on va débattre sur plusieurs choses ensemble et on va apporter vraiment du contenu utile, surtout à ta communauté et la communauté qui te suit. Là, t'es connecté comment Je suis connecté en caméra. Non, je parle avec tes followers, tout ça. Je suis connecté je les vois directement sur mon ordinateur. Ok, très bien. Bonsoir à tous. Mais après, toi, t'en as aussi beaucoup, hein. Ils veulent s'abonner. Les amis, tapotez, repartagez ce live. Abonnez-vous. Ok, on est là pour passer 30 bonnes minutes ensemble et on va pas s'embrouiller et on va pas aller chercher les... Voilà, l'objectif, c'est vraiment de passer un bon moment. On en a marre de ces rigolades à 2 francs et surtout des débats sans fondement. Donc, les amis, on tapote et on va commencer ensemble. D'abord, bonsoir à la Tunisie, à Tunis. Voilà. Ouais. Voilà, d'accord, parce que en plus on sait que en plus t'as des petites origines tunisiennes, il me semble. Ouais, par ma mère. Super, raconte un petit peu ta mère et ton enfance à l'époque. Ma mère, elle est plus de ce monde, elle est née en 1950 à Tunis. D'accord. Et elle est venue dans la région, ouais. La Marsa, la Goulette. Non, Tunis même. À l'époque, c'était la rue Lafayette, maintenant qui est devenue la rue d'Égypte. D'accord. Voilà. Et je sais on a toujours l'immeuble familial qui est en indivision avec tous les descendants, mes cousins qui se trouvent toujours là-bas. Ouais. Ok. D'ailleurs, très bonne grosse dédicace à la communauté juive de Tunis. D'accord. Force à vous. Voilà, une très bonne communauté juive en Tunisie aussi, qui s'entendent très très bien. Hein, grosse dédicace aux personnes qui essayent de faire de la fitna avec ça. Mais en tout cas, on vit tous en Tunisie, on vit tous en harmonie et surtout avec un très beau temps. On a du soleil, on a la plage. Et puis la vie n'est pas si chère que ça. Et du très bon poisson. Voilà. Exactement. Et la vie n'est pas si chère que ça. Ouais, c'est vrai. Donc, quand tu gagnes de l'euro, c'est très simple de vivre en Tunisie. Ouais. Ça fait partie d'un petit, on va dire, un mini paradis fiscal pour les Franco. Moi, j'ai des petites questions aujourd'hui. Donc, j'ai cru entendre que tu avais une formation qui était en cours. C'est quoi ta formation et c'est quoi tes futurs projets, Grégory? Non, c'est pas. En fait, c'est pas véritablement de la formation. C'est plutôt du conseil, tu vois. C'est du conseil sur les affaires, sur éventuellement la stratégie pénale si les gens ils ont des problèmes pénaux, parce que c'est un sujet que je maîtrise bien pour l'avoir longuement étudié tout au long des années de prison que j'ai passées. Tu vois, pour donner un exemple, mes avocats, c'est moi qui les corrigeais. Pas les corriger au sens orthographique ou du vocabulaire, mais dans le sens de ce qu'ils écrivaient, tu vois, les conclusions, tout ça, c'est toujours moi qui les rédigeais ou les corrigeais, et quel que soit l'avocat, hein, parce que j'ai même eu Dupond-Moretti avec qui je m'étais pris plusieurs fois la tête parce que on n'était jamais. Ah, ça m'intéresse. Et pourquoi tu t'es pris la tête avec Dupond-Moretti? Parce que pour moi, j'étais pas. Faut que je te montre un truc. Je suis pas là pour faire ça mais bon, j'ai son livre. D'accord. Mais alors moi je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Dupond-Moretti, pour moi un grand homme. Oui, enfin moi je l'ai connu en tant qu'avocat et en tant qu'avocat, voilà. Surtout en matière en correctionnel et en matière financière, il est pas bon, quoi. Parce que on dit beaucoup que c'est un homme qui a le cœur sur la main, qui est vraiment proche du peuple, qui vraiment, c'est en tout cas l'image qui se donne, c'est l'image de la justice. Il a été garde des Sceaux. Pourquoi, toi, qu'est-ce qui a fait que finalement il a pas été non, en tant qu'avocat, et d'abord il demande des sommes considérables, mais quand je dis considérables, il y a même une scène qui a été coupée au montage des Rois de l'arnaque, parce que je révèle combien ils avaient demandé à mon épouse, tu vois, pendant que j'étais sans indiscrétion, tu peux dire les sommes ou pas, ou c'est indiscret? C'est indécent. C'est vrai. Juste pour que les gens, si vous voulez vous payer Moretti, on veut juste un prix pour ça. C'est à partir de ce moment-là où il était plus mon avocat, on s'est fâché, quoi, parce que c'était indécent. C'était une somme à 6 chiffres. 6 chiffres, donc on n'est pas loin de 6 000 euros, 600 000? 6 chiffres, non, à 6 chiffres. 60 000 la consultation? Non, plus, tu rajoutes encore un zéro.
Mais je te dirai pas le premier chiffre. 100 000? La consultation. On est à 6 chiffres, mais c'était plus que 100 000 encore. La consultation? Non, pour venir me défendre à un procès. Voilà. Tu vois? Mais est-ce que le procès aurait pas pris une autre tournure avec Moretti? Pas du tout. Le meilleur avocat que j'ai eu, c'est moi-même. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mes avocats. D'accord. Ok. Tu vois? Alors moi j'ai une question, Grégory. Mais attends, non, pourquoi ça a été coupé? Parce que je révèle ce qu'il a demandé, et au moment où on tourne, il est avocat, il n'est pas garde des Sceaux. Et entre le moment où la scène est coupée et jusqu'au moment où le film sort, il se passe pratiquement 1 an. Entre-temps, il devient garde des Sceaux. Netflix décide de couper la scène. D'accord. Ok. Donc finalement, il pouvait plus après communiquer sur le garde des Sceaux et sur ce qu'il avait fait. Non, sérieux, Netflix, ils n'ont pas voulu, tu vois, de conflit, de choses comme ça. Ils voulaient pas de vague, quoi. Donc ils ont coupé. Tu penses que Moretti, c'est le genre de personne qu'on peut corrompre ou pas du tout? Parce que moi, c'est pas l'image qu'il donne. Est-ce que tu penses que à un moment, quand il est rentré au garde des Sceaux, non, pas du tout. C'est pas quelqu'un de corrompu, mais quand il était avocat, il demandait, il avait une façon de faire, c'est-à-dire il avait les gens un peu comme moi avec lesquels il faisait son argent, tu vois. Mais en fait, il demandait pas des honoraires en fonction de la taille du dossier, c'était en fonction de ce que tu avais gagné, quoi. Tu vois, il voulait un peu sa part du gâteau. Et puis des gens beaucoup moins connus, mais où il y a des retentissements médiatiques. Notamment, je crois qu'il avait défendu le frère de Mera, je crois. Ouais, l'affaire Mera, bien sûr. Il a défendu que des grosses affaires. Il aura pris, le tarif syndical, tu vois. Mais tu vois, moi, quand il a fait ça, j'ai trouvé que il avait plus de colonne vertébrale, tu vois, de pouvoir demander des sommes folles à des gens comme moi et après défendre des terroristes, tout ça, ça m'a un peu déçu même. Après, il est devenu garde des Sceaux, tout ça. Après, c'est aussi ça, un marque de fabrique. C'est pour ça qu'il demande justement des honoraires à 6 chiffres, parce que finalement, c'est un peu sa marque de fabrique. Dans le passé, il y avait un avocat comme ça qui s'appelait Jacques Vergès. Qui défendait l'indéfendable, enfin tous les nazis, enfin toutes les crapules de la terre. Mais au moins, il avait une qualité qu'il faut reconnaître, c'est que lui, il faisait que ça. C'est-à-dire son registre, c'était les dictateurs, les crapules, les gens qui ont les assassins, les nazis, tout ça. Il avait fait son truc là-dedans. Donc à partir de là, tu vois, on peut comprendre moi je peux comprendre qu'il se soit spécialisé là-dedans. Lui, Dupond-Moretti, il a été bouffé un peu à tous les râteliers, tu vois. Donc pour moi, c'est une absence de colonne vertébrale. Et ça me dérange. Mais c'est mon avis, hein, c'est tout. Hein. D'accord, ok. Donc finalement, son élocution ne change rien au personnage, François. Lui, si tu veux, il était excellentissime en cour d'assises. Mais principalement, tu sais, dans les petites villes, dans les petites cours d'assises, dans les tribunaux, des campagnes, tout ça, parce que si tu veux, ce sont des gens aux assises, tu peux retourner l'esprit des gens quand tu as une certaine éloquence. Il a toujours les bons mots, les bonnes métaphores, les bonnes comparaisons à chaque fois. Le correctionnel, c'est différent. Le correctionnel, c'est du dossier, c'est du technique. Et c'est affaire à 3 magistrats, tu peux pas les embrouiller. C'est-à-dire si t'as pas vraiment des preuves ou des choses concrètes à dire qui vont pas avec l'enquête du magistrat instructeur, tu peux pas t'en sortir en correctionnel. Qu'aux assises, tu peux toujours retourner une opinion. Et pour ça, il était très fort. Mais en correctionnel, non, il était pas très bon du tout. Alors moi, j'ai un dicton, Grégory, qui me dit dans la vie de tous les jours, pas de risque, pas de gain. Qu'est-ce que tu penses de ce dicton? C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a risque et risque. Ça dépend de quel risque tu parles. Est-ce que tu parles de risque pénal ou de risque des affaires, quoi, de perdre de l'argent, par exemple, ou les deux? Pas de risque de financier, pas de risque de relation, pas de risque de tous les jours, pas de gain. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a animé dans tes business, pour moi aujourd'hui, ton arnaque à la TVA était quand même un business, on va pas se mentir. Il faut se lever tous les matins, faut aller démarcher il fallait beaucoup travailler. Voilà, faut aller démarcher des clients, en quelque sorte des entreprises. Donc il y avait un travail. Est-ce que tu peux nous expliquer tes tâches, ce que tu faisais, quelle était on va dire ta morning routine, qu'est-ce que tu devais faire finalement pour atteindre? Est-ce que vous aviez des objectifs? Vous aviez un plan bien ficelé? Comment ça se passait? Non, le plus long, ça a été la préparation.
Tu sais, c'est comme aux échecs, hein, avant de passer à l'offensive, tu places tes pions, et c'est exactement ce qui s'est passé. La préparation était très longue, des sociétés, l'inscription dans les bourses, dans les registres, parce qu'il y avait plusieurs sociétés, donc il fallait les inscrire un peu partout. Ça a pris à peu près un peu moins d'un an, tu vois. Et on gagnait pas d'argent, quoi. Pendant ce temps-là, on investissait de l'argent à fond perdu, les sociétés, les domiciliations, payer les gérants, le personnel, les comptables pour faire les déclarations, pour que tout reste à jour. Et après, quand le marché s'est ouvert en mars, je crois, ou avril 2008, c'était là, ça allait très vite, quoi. Les sous commençaient à rentrer assez rapidement et ça allait vite. Donc il y avait un système de prospection aussi. Le matin, tu te levais, il y avait de la prospection auprès de clients. Comment ça se passait exactement? Non, moi j'avais au sein de ma société, qui était une entité qui était totalement propre. J'ai débauché des gens, j'ai pris un cabinet de recrutement et j'avais débauché des gens, notamment j'avais 2 commerciaux que j'avais débauchés qui travaillaient avant à la Caisse des dépôts et consignations. D'accord. Donc déjà, t'avais fait un recrutement stratégique déjà. Exactement. Oui, bien sûr. Bah oui. Tu sais, un métier, ça, comme je l'ai dit là hier ou avant-hier, un métier, ça s'apprend pas, ça se vole. Alors, par contre, il y a un skills qui est bon et j'espère que la communauté va retenir. Le skills d'un entrepreneur, même si c'est dans le mauvais, dans le légal ou l'illégal, ça reste quand même de l'entrepreneuriat puisque t'as entrepris quelque chose. Mais en même temps, il y a un dicton qui dit entourez-vous des meilleurs. Entourez-vous des personnes qui sont spécialisées dans chaque domaine pour éviter de vous retrouver à tout faire et à ne rien faire en même temps. Donc ça, c'était juste pour relever ça parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'ils vont tout faire et ils vont pas s'entourer des meilleurs. Non, pas du tout. Non, mais c'est comme une équipe de foot de première division. Tu vois, il faut essayer le sélectionneur, il essaye de trouver les meilleurs joueurs au meilleur poste, tu vois. L'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Donc voilà, moi j'avais ça, j'avais aussi débauché un mec de chez Gazelis, Gaz de France, qui travaillait sur un desk, il était spécialisé en gaz et pétrole. Tu vois, lui par exemple, pour le faire venir, j'ai dû lui donner un welcome à l'époque de 75 000 € en 2008-2009, c'est énorme, hein. Pour le débaucher pour qu'il vienne chez moi et après il y avait un salaire, un fixe, des primes. Non, j'avais une sacrée équipe, hein. Est-ce que il y avait une forme de débat, il y avait une forme de comment ça s'organisait? Vous prospectiez, donc vous aviez une liste d'entreprises que vous appeliez au téléphone et après donc une déballe commerciale qui par le fil. Bah tu sais, moi parce que je suis dans le domaine donc non, je sais comme je l'ai expliqué dans des précédents lives. Moi, je me suis toujours mis dans des marchés où la demande était plus forte que l'offre. Et là, en l'occurrence, à cette époque-là, le carbone, tout le monde voulait, enfin, les gens initiés voulaient tous rentrer là-dedans. Donc, tous les jours, j'avais des demandes de gens qui voulaient passer des ordres d'achat ou de vente. Je faisais aussi des métaux précieux. Et donc, si tu veux, on sélectionnait un peu comme on fait là pour sélectionner qui va monter, qui va pas monter, qui on va éviter aussi parce qu'il y avait aussi des gens qu'il fallait éviter. Et puis voilà, donc on avait des gens qui me sollicitaient tous les jours. C'était plus un tri à faire que vraiment une démarche. J'avais choisi le bon enfin entre guillemets parce qu'on a vu où ça m'amenait, mais à l'époque c'était entre guillemets le bon produit qu'il fallait acheter et vendre. Et être capable d'acheter ou de vendre pour le compte de tiers. Donc finalement, il faut vraiment des compétences en closing, des compétences en vente, indirectement. Ouais, indirectement, oui, il en fallait, ouais. D'accord. Ok. Donc parce que beaucoup de gens, je pense. Tu sais, quand on fait un métier, je te coupe rapidement, Grégory, parce que il y a beaucoup de gens et beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que il faut entreprendre. Ils ont un produit, ils ont un service, ils pensent qu'ils ont le meilleur produit, le meilleur service, la meilleure entreprise du monde, mais derrière ils ne savent pas vendre. Et donc pour moi aujourd'hui, tu prouves bien que la vente aujourd'hui est nécessaire, que ça soit sur le légal ou l'illégal finalement. Ouais. Enfin, nous, de vendre du carbone, il y avait rien d'illégal. Ce qui était illégal, c'était de garder la TVA. C'est ça qui était illégal. Mais en soi, de vendre du carbone, même aujourd'hui, on pourrait en vendre. Bon, il y a plus de TVA dessus, mais on pourrait en vendre. Bah, c'est bien que tu le précises, parce que finalement, beaucoup de gens pensent et t'assimilent beaucoup à l'arnaqueur, à une arnaque, que ça soit avec Marco Mouli ou pas, ou toute votre équipe, vous êtes beaucoup assimilés à l'arnaque. Mais finalement, beaucoup d'entreprises aussi, quelquefois, dissimulent de la TVA, aussi, il faut le dire, c'est pas tout le temps le cas, mais on va avoir des entreprises existantes qui dissimulent aussi de la TVA, ça existe. La TVA, c'est l'impôt qui fait vivre l'État, qui rapporte le plus d'argent et qui est aussi le plus fraudé. Tu vois, la TVA. Est-ce que tu penses que vous vous êtes fait relever parce que finalement les TVA étaient beaucoup plus grandes, beaucoup plus grosses, que c'était un grand manque à gagner finalement, et peut-être que c'est pour ça
que vous vous êtes fait. Non, l'histoire en fait c'est assez simple et compliqué en même temps. Si tu veux, cette bourse du carbone à Paris là qui s'appelait initialement Power Next et après qui a changé de nom, qui s'appelle Blue Next, et Power Next existe toujours, et d'ailleurs ils sont sur le marché des C2E. D'accord. Si tu veux, la bourse Blue Next, appartenait à 40% à la Caisse des dépôts et consignations. Les 60 autres % appartenaient à la boîte américaine NYSE Euronext, qui ont plusieurs bourses à travers le monde. Et si tu veux, eux, ce qui s'est passé, c'est que ils avançaient la TVA aux fraudeurs. C'est-à-dire quand on leur présentait, on leur vendait des quotas des quotas carbone avec une facture française, donc ils nous payaient la TVA. Et nous, en fait, elle était pas reversée. Et eux, si tu veux, comme ils avaient un décalage de TVA entre ce qu'ils avançaient et ce qu'ils encaissaient pas, puisqu'ils encaissaient pas de TVA, puisque quand ils faisaient des ventes, c'était principalement des ventes de quotas sans TVA. Eux, ce qu'ils faisaient, ils demandaient tous les mois, ils faisaient des demandes de remboursement de TVA à Bercy. Et comme la Caisse des dépôts et consignations, c'est la banque de l'État, tu penses bien que Bercy, quand il voyait une demande de remboursement de TVA émanant de la Caisse des dépôts et consignations, il faisait un chèque en blanc. Il se posait même pas la question de savoir est-ce que derrière, il pouvait même pas s'imaginer une seule seconde que c'était des mecs de Belleville avec des TVA qui terminaient sur des comptes chinois aux quatre coins de la Chine, tu vois. Donc pour eux, c'est la Caisse des dépôts. Ils font une demande de remboursement, on les paye, on rembourse. Donc le manège, il a pu durer comme ça à peu près pendant 16 mois. Les chiffres devenant de plus en plus exponentiels de mois en mois par rapport aux demandes de remboursement de TVA de la CDC. Un jour, voilà, au mois de janvier 2009, ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont saisi le service de Tracfin, et là, Tracfin a commencé à mettre son nez là-dedans. Et en juin 2009, ils décident de supprimer l'application de la TVA sur tous les quotas carbone en France, parce qu'elle continue encore dans d'autres pays. Et après, la première personne qui a été arrêtée, c'est moi en décembre 2009. D'accord, jugé comme le cerveau de l'affaire finalement. Ouais, ils avaient dit exactement les termes, c'est ingénieur-concepteur. D'accord. Moi j'ai une question, t'as passé pas mal de temps en prison, combien de temps exactement ? En tout 5 ans. 5 ans. Est-ce que du coup, t'as pu te perfectionner sur d'autres skills, t'as eu le temps d'apprendre certaines choses complémentaires, certaines compétences en plus qui peuvent te servir aujourd'hui dans tes futurs projets, dans ton business? Pas tout, non. Le droit pénal, mais bon, j'espère ne plus en avoir besoin, tu vois. Mais mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux donner des conseils aux autres. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, pour avoir aussi compris aussi les avocats comment ils fonctionnent, parce que les avocats, il y a à boire et à manger. Et non, c'est surtout sur le plan humain que j'ai appris le plus. Par exemple. Très important. Le plan humain, très important. Ne pas recommencer, que ça en valait pas la peine. Donc ta valeur et ta relation avec l'argent finalement. Voilà, la relation avec l'argent, les vraies valeurs de la vie, c'est-à-dire la famille, ses enfants, mes enfants que j'ai pas vu grandir, les parents que j'ai fait souffrir, les proches, les épouses qui ont pas tenu le choc. Comment tu vois l'argent aujourd'hui ? Comme un moyen, mais en aucun cas comme une valeur. C'est pas une valeur l'argent. Et c'est pas l'argent qui fait un homme. C'est un homme qui fait de l'argent. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui peuvent penser que avec tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux, des grosses bagnoles, Dubaï et compagnie, que finalement on est défini beaucoup par l'argent et ça peut les frustrer énormément. Donc vraiment le message qu'aujourd'hui, si t'as ce message à faire passer, pour toi aujourd'hui, l'argent ne définit pas un homme. Non, pas du tout. C'est pas ça qui fait la valeur de quelqu'un, absolument pas. Ça va l'habiller peut-être de vêtements, voilà. On prend un prime abord. Il va y avoir une montre qui coûte de l'argent, et quoique maintenant les montres chinoises, les fausses montres chinoises, elles sont parfaites. On voit même plus la différence. Et d'ailleurs, tu sais, je vais raconter une histoire que j'ai racontée à un copain aujourd'hui qui m'avait, en parlant de montres, la première fois que j'avais été chez TPMP, chez Cyril Hanouna, quand le documentaire était sorti, Le Roi de l'arnaque, j'avais gardé ma montre que je gardais en prison. J'avais une montre Casio en caoutchouc.
Et je me rappelle, le soir, quand je regardais les commentaires, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit bien joué le coup de la montre. Ça m'a fait vachement marrer. Du genre, c'était quoi le message? C'était que t'as pas joué le message, c'est que tu dois avoir dans ton coffre des montres de ouf et tu te fous de notre gueule, t'es venu avec une Casio à la télé. Voilà. Ok. Je sais que tu le diras pas, et il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir est-ce que t'as de l'argent encore de côté, ça on le saura dans ton prochain film. Si tu peux nous parler un peu de ton film, comment s'est passé le tournage, comment aujourd'hui. C'est le film. J'ai commencé le tournage il y a assez longtemps. Le tournage a commencé en août 2023. Il a été séquencé. Bon, il y a pas que moi qui a tourné, mais moi mes scènes elles ont commencé parce que je joue le rôle principal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père est décédé en septembre au début de septembre 2023, donc j'ai arrêté le tournage. Et entre-temps, le réalisateur, il a décidé de faire d'autres projets en attendant que je me remette de ce qui m'était arrivé. Et il a fait notamment, il s'appelle David Serrero, c'est quelqu'un qui est bourré de talent, qui est franco-américain, c'est lui d'ailleurs qui a fait le film juste après moi, de Christophe Rocancourt. Ok. D'accord, mais il est pas encore sorti, il me semble. Il sort bientôt ou il est sorti au concours. Il est sorti encore. Okay. Ouais, non, il est sorti il y a un an ou deux, je crois. C'est un très joli film d'ailleurs, qui a été très bien réalisé, qui a bien marché, qui a été présenté dans plein de festivals à travers le monde. Donc voilà, ça raconte un peu la suite de ce qui m'est arrivé après les Rois de l'arnaque. Voilà, il y a pas mal d'intervenants, des gens très intéressants qui avaient des choses sympas à dire. Et il y a une intrigue aussi assez exceptionnelle. Moi, j'ai une question, on en parle un petit peu, c'est normal, hein, on parle un peu de business, mais on parle aussi de relations humaines et amicales. C'est important, les relations humaines et amicales. Ta relation avec Marco, comment vous êtes rencontrés, quand est-ce que vous vous êtes rencontrés, et quels sont aujourd'hui, moi, personnellement, pour l'avoir très peu, je le connais pas, mais j'ai eu très peu d'échanges avec lui, je le trouve très sympathique. Vraiment, je trouve que c'est quelqu'un d'assez sympathique. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire? Marco, c'est un garçon qui est effectivement très sympathique. Je l'ai connu en 97. On a monté une société ensemble. On vendait des téléphones mobiles qui s'appelait Vendôme Trading. On achetait des téléphones en Angleterre et on les revendait au Danemark. Voilà. Pourquoi le Danemark? Parce que il y avait déjà cet esprit. C'était à quel âge? En 97, je suis en 71, j'avais 26 ans. Ouais, 26 ans. La vente, les gars. La vente. Mais c'était un produit pareil. Non, mais ce que je te disais tout à l'heure, c'était un produit où il y avait plus de demandes que d'offres parce que c'était les premiers téléphones mobiles quasiment. Il y avait tout un continent équipé. C'est-à-dire les gens qui achetaient les téléphones mobiles à ce moment-là, c'était la première fois qu'on faisait l'acquisition. Tu vois, c'est pas comme maintenant, on en est à l'iPhone 17, on est dans un marché de renouvellement. À l'époque, c'était vraiment un marché d'équipement. Il fallait équiper toute l'Europe. Donc, il y avait pas une demande bien plus supérieure à ce qu'on pouvait fournir. Et pourquoi le Danemark? Parce que le Danemark appliquait la TVA la plus élevée d'Europe. Elle était à 25%, quand en France, elle était, je crois, à 19,6, tu vois. Donc, d'accord. Et puis, il y avait les Tunisiens au Danemark, c'est pas mal, hein, Copenhague. C'est pas mal, mais tu vois, il y avait déjà un mindset. Mais c'est ça, mais il y avait déjà un mindset entrepreneurial. C'est comme moi quand je suis venu en Tunisie, c'est une série d'opportunités qui a fait que finalement, tu vois. Je vais te raconter une histoire. On avait un gérant qui bossait pour nous. Et c'était Marco qui le connaissait surtout. Bon, après j'ai appris à le connaître. Et c'était un type qui était gérant de plein de boîtes. Et en fait, c'était un peu c'était un peu le capitaine flamme, tu vois, on l'appelait quand il y avait plus rien à faire dans une boîte, lui il prenait la gérance et puis il déposait le bilan. Il s'avère que comme il déposait à chaque fois le bilan, il avait des dettes de tous les côtés, mais il s'en foutait complètement, tu vois. Donc il avait tout le temps les huissiers à la maison et un jour, il a eu l'audace et l'intelligence. Il a loué une chambre de bonne dans je sais pas, à Paris ou en banlieue, un truc bidon, tu vois, à 500 balles par mois. C'était même des francs à l'époque. Et il s'est domicilié là-bas. C'est-à-dire, il a mis sa pièce d'identité, tous ses papiers d'identité, les impôts, tout ça, il s'est déclaré là-bas officiellement, sa boîte aux lettres et tout. Donc les huissiers, à chaque fois qu'ils débarquaient, ils avaient une seule et unique adresse, cette adresse-là. Donc ils allaient, et il avait mis un mot sur la porte. Mesdames, messieurs les huissiers, inutile de défoncer la porte, la clé sous le paillasson.
Le mec, il lève le paillasson, il trouve la clé, effectivement. Donc, il ouvre la porte. Et en fait, cette chambre de bonne était complètement vide. Il avait mis juste un tabouret avec un god dessus. Eh ben, tu vois, moi, il y a peut-être une chose que je remarque, par exemple, que ça soit toi ou Marco Mouli, ou toutes ces personnalités aujourd'hui qui vont dire on va dire qu'ils ont réussi en affaires, peu importe. Maintenant, moi, j'ai tendance à dire, d'ailleurs, j'ai donné une conférence sur ça, entre l'illégal et le légal, c'est bien relatif, c'est très relatif, le légal et l'illégal. Vous allez avoir de l'illégal dans d'autres pays et du légal dans certains pays, donc c'est vraiment très relatif. Selon les lois, c'est vrai, il y a notamment sur le blanchiment, il y a des choses qu'on peut faire dans des pays qu'on peut pas faire dans d'autres. Exactement. Même au sein même de la communauté européenne. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est très relatif. Mais il y a une chose qui est similaire et une similitude par rapport à ces entrepreneurs à réussite, c'est que finalement, on n'en a rien à faire du regard vous en avez rien à faire du regard et du jugement des gens. Et c'est ça finalement qui est peut-être la cause d'une réussite. Le jugement aussi, on n'en a pas rien à faire des jugements des magistrats parce qu'ils te collent des années. Alors attends, je te parle pas de jugement justice, je te parle de jugement de l'opinion publique, où on va dire plutôt quand t'as quelque chose à le faire, tu le fais. Moi, quand je parle avec Marco Mouli ou quand je vois les actes de Marco Mouli ou sa manière d'être, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qu'on a que faire de l'image de l'aval, on va dire, des gens. S'il a quelque chose à faire, il le fait, ou de ce qu'on va dire sur lui, ou de comment on va le juger, ou comment on va le voir, il s'en fout. Est-ce que je me trompe? C'est pour ça qu'il est Marco Mouli, ça fait partie de sa personnalité. Et c'est ce qui fait peut-être finalement que on y arrive dans le business et on y arrive plus facilement que d'autres. Parce que les gens sont très confrontés. Il est audacieux, il est très audacieux, il ose. Il ose des choses que personne pourrait oser. On se dit non mais ça va pas passer, et ça passe. Ouais. Tu vois? Parce qu'il y croit dès le début. Non, il est audacieux. Dès le début, il y croit. Non, pour monter une entreprise, c'est un peu le principe, je pense. C'est un garçon qui a beaucoup de cœur, Marco, qui a une très belle âme, qui a aidé beaucoup de gens à chaque fois qu'il peut le faire, il le fait. Et je pense que tout ce qu'il fait là, quand on le voit, tout ça, déconner, tout ça, en fait, c'est une armure. Ouais. Voilà. Moi, je trouve qu'il gère très bien ça com. Honnêtement, il se présente beaucoup là sur des podcasts. Il a fait un peu des podcasts étrangers, il en fait 2-3. Je trouve que là, en ce moment, il est en train de bien gérer ça com. Il surfe sur une bonne vague. Et il y a un atout, je trouve, qui est bien, c'est que quand on a il y a pas de bad buzz, il y a que du buzz. Et quand on a un buzz qui arrive sur nous, il est en train de vriller il est en train de surfer sur la vague correctement, contrairement à ce que des gens peuvent croire, parce que les gens pensent qu'il est au sol, qu'on est en train de, mais pas du tout, vous avez rien compris. Il est en train de surfer sur la vague parce qu'il est à travers des podcasts, il est à travers, donc il y a tout derrière qui fait que finalement ça contrecarre avec des choses un peu plus professionnelles. Maintenant, j'ai encore une question, Greg. Ouais. On a un truc là qui va sortir. On va faire un live là bientôt qui va s'appeler les Tontons Flingueurs de Belleville. Et ça va être tourné à Belleville? Non, dans un studio avec des anciens, okay. Tout ça, ça va être assez rigolo. Ouais. J'ai passé une partie de ma vie à Belleville, je connais très très bien. C'est là où il y a la plus grande communauté tunisienne de Paris. C'était le quartier. J'ai une partie de ma famille juive et musulmane, quoi. Tout le monde vivait en commune, en très bonne entente, bien sûr. Tu vois la place de l'église avec la chicha. Tu vois ou pas? Non. T'as la place de l'église un peu plus haut sur Mini-Montant, mais tu montes un peu plus haut. Ok, non, je connais pas trop. Enfin, je connais. T'as la place de l'église. T'as une petite sandwicherie, et puis j'étais souvent là. Ouais, moi, j'aime beaucoup ce quartier. Okay. C'est très sympa. Et puis t'as les Hauts de Belleville aussi. Le parc de Belleville avec les Hauts de Belleville, c'est magnifique. Ouais. Non, c'est un super quartier. Ouais. C'est très joli. C'est vraiment le quartier où toutes les communautés se rejoignent, chinoises, arabes, africaines. Ouais, c'est vrai, absolument. Ouais. Et t'as de quoi manger surtout. Qu'est-ce qu'on a des restaurants? Il y a des bons restaurants. Bon, maintenant c'est devenu un peu bobo. Il y a beaucoup de. Ça commence à avoir la cote. Ça y est. Parce que les gens, le Paris, le triangle d'or de Paris coûte excessivement cher. Et il est très mal fréquenté en plus. Il est peut-être bien plus mal fréquenté, plus dangereux que Belleville. Pourquoi on a eu une j'ai habité les Champs-Élysées pendant des années, je peux te dire. Hein. Le soir, le week-end, on entendait des coups de feu, enfin des trucs de débiles. Mais oui. Ah, parce que dès qu'il y avait les émeutes, un événement. Non, il y a tous les bars, les boîtes de nuit, tout ça, sont dans le quartier, tu vois. Ouais, donc à partir du jeudi soir jusqu'au dimanche, c'est un enfer. Un quartier de Paris, le quartier de la Bourse, 16e, quartier de la Bourse, je pense que c'est correct, c'est sympa. La Bourse, c'est le 2e. Oui.
Oui, en effet. Mais, je connais Paris comme je connais très bien. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Quartier de la Bourse, je trouve que c'est sympa. Ouais. Mais moi, je suis plus rive gauche. Ok. Ouais, il y a ce truc, rive droite, rive gauche. Voilà, donc, gauche, pour ceux qui savent pas, c'est la Seine, hein. C'est, soit tu passes la Seine, soit, voilà. Donc, il y a un petit débat à Paris sur ça. Ok. Moi, Grégory, j'ai encore quelques questions. Aujourd'hui, c'est quoi tes futurs projets? Honnêtement, entre nous, on oublie. Non, je te dis, voilà, il y a la sortie de ce film. Ok. Est-ce que, alors, est-ce que, et je peux me permettre, peut-être que j'ai entendu certains échos. Moi, quand j'ai vu ton dernier live avec Loumani, j'ai pu comprendre qu'il y avait peut-être un intérêt un peu sur de la politique ou sur des choses. Est-ce que du coup, tu penses, en tout cas, t'y penses? Ouais, j'y pense. Ok. Alors, j'y pense. Bon, le problème, c'est que actuellement, moi, à titre, enfin, j'ai pas de parti politique, j'en ai pas créé, j'en ai pas monté. D'en créer un, c'est compliqué, c'est coûteux. Il faut des donateurs, des gens qui te suivent, qui vont y croire. Donc c'est compliqué. Le problème que j'ai, c'est que aujourd'hui, dans les partis politiques que je vois, je me reconnais dans aucun parti politique. Et si par tous les hasards, j'essayais d'y aller sans parti, c'est mission impossible. Donc pour l'instant, je sais pas. Je suis un peu dans une impasse. Ça me plaît. Ça me plairait bien, mais je sais pas quand et avec qui pour le moment. Aujourd'hui, en France, t'as aucun parti pour toi où tu te ressembles dessus, non? Pas rien. Rien du tout, aucun. Ils m'ont tous beaucoup déçu. Qu'est-ce que tu leur reproches? De pas avoir de colonne vertébrale et d'être trop opportuniste par rapport à des situations géopolitiques en dehors de nos frontières. Je sais qu'il y a un petit message de madame, c'est ça, c'est madame qui a dit non. Je crois que madame, elle t'a restreint. Elle t'a dit attention à ce que tu vas dire, hein. Non? C'est qui madame? Ah, je sais pas, c'est la personne qui est avec toi. J'ai cru que tu regardais quelqu'un. Non, je suis tout seul. Ah non, je suis tout seul. Ah, ok. Autant pour moi. Il y a mon chien qui dort, je suis tout seul. Ah, ok, autant pour moi, alors. Non, je suis tout seul. Je croyais qu'il y avait il y avait quelqu'un qui disait attention, non. Non, pas du tout. Moi, j'ai la parole libre, hein. Je dis ce que je pense. Ah, bah, c'est bon, voilà. Non, voilà, donc j'attends, il faut attendre un peu, voir ce qui va émerger. Là, tu vois, bon, ils ont fait passer en force le budget, mais enfin, on se fout de la gueule du monde. Ça fait 1 an et demi, depuis le mois de juin de l'année dernière, qu'il y a eu 5 gouvernements où ils n'ont pas réussi à voter un budget, et on a attendu, il a fallu 5 gouvernements pour faire un 49.3. Non, mais il fallait le faire dès le départ, et puis c'est terminé. Plusieurs lois de censure qui sont passées. On essaye de faire en sorte que le gouvernement à l'Assemblée, enfin, il y a une majorité aujourd'hui LFI qui siège à l'Assemblée. Ils essayent de. Non, il n'y a pas de majorité, justement. Il y a 3 blocs, il n'y a pas de majorité. C'est ça le problème. Bah, en fait, moi, je pense qu'il y a un mauvais dispatch aujourd'hui à l'Assemblée au niveau des partis. Bah, c'est une catastrophe. Clairement. C'est pour ça que le pays n'avance plus. C'est une catastrophe. Ils arrivent plus à se mettre d'accord. Ils arrivent plus à voter des lois constructives ensemble. Ils essayent. Je crois qu'il a pas dissous. Il devait dissoudre une deuxième fois l'Assemblée. Il l'a pas fait. Non, ils ont fait passer en force. Il a pas fait. Ok. Ok. Et le quinquennat de Macron, qu'est-ce que t'en penses? T'as 5 quinquennats. Ça a été, pour moi, ça a été le seul président qui a été depuis Chirac réélu 2 fois. Ouais, qui a été réélu une fois, ouais. Enfin, élu et réélu, ouais. Il a fait 2 mandats, je veux dire, ouais. Ouais, c'est ça. De la 5e République, où effectivement, c'est le seul, ouais. C'est le seul depuis Chirac. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, il m'a beaucoup déçu, pardon. Okay. Très décevant. C'est un type, je pense, qui va où va le vent. Il a pas de colonne vertébrale, c'est pas. Tu penses pas qu'il prépare une carrière après présidentielle? Certainement, il est jeune, il va pas s'arrêter là, hein. Pour ça, pourquoi lui en vouloir finalement de préparer sa seconde carrière? Non, je veux pas de ça, mais en attendant, il a un mandat. Enfin, la France là, elle est complètement divisée. Tu sais, la principale qualité d'un président, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, ça doit être d'être capable de réunir, au-delà de sa famille politique, c'est-à-dire de réunir les Français, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Lui, Macron, c'est un mec, il a fait que diviser. Il a fait que diviser les Français. Tu penses pas que c'est les partis qui ont divisé les Français? Non, c'est lui qui a pas su. Il a rien fait pour rassembler les gens. Il est toujours dans le. Bon, enfin c'est pas. Enfin moi, il m'intéresse pas. Il t'inspire pas. C'est fini. Non, il m'a beaucoup déçu. Okay. Et est-ce que tu penses que l'idée ce serait d'avoir quelqu'un de ta communauté en présidentielle ou quelqu'un d'une communauté spécifique? Ah non, moi je te dis sincèrement, j'ai aucune. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance.
qu'ils soient catholiques, protestants, musulmans, ce que tu veux. L'objectif, c'est de driver le pays dans les meilleures conditions possibles. C'est pas la couleur. On s'en fout. D'accord. Moi, j'ai une question. J'ai une question qui est importante et parce que moi aussi, ça me touche, c'est que la France, c'est quand même mon pays et que c'est quand même un pays que je respecte. Et t'as grandi dans le multiculturalisme comme moi. Moi, je suis un jeune de la banlieue. Même si je suis né à Porte de Montreuil, j'ai grandi à Gonesse. Même si je suis né à Porte de Montreuil, j'ai quand même grandi à Gonesse. Dans 95. 95, c'est ça. Et on a grandi vraiment dans le multiculturalisme le plus total. Parce que pas loin de Sarcelles, tout ça, ouais. Exactement. Et maintenant, l'idée exactement. Maintenant, ce que je me demande, toi, aujourd'hui, ton ressenti, est-ce que tu penses qu'il y a aujourd'hui une division, qu'elle soit aujourd'hui islamophobe et également antisémite en France? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on se voile la face? Ou est-ce qu'on essaye justement de cultiver cette division? En gros, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il y a de l'islamophobie et est-ce qu'il y a de l'antisémitisme en France? Elle existe quand tu regardes certaines chaînes de télé ou d'émissions de reportage, je pense qu'elle existe. Mais dans la rue, sincèrement, je trouve pas. Donc, est-ce que finalement les médias sont pas gangrénés et ne cultivent pas ce séparatisme finalement? Ils en jouent. Est-ce qu'ils en jouent? Ben oui, parce que de faire peur aux communautés, ça marche, ça fait vendre. D'accord. Voilà, moi je pense qu'il y a un décalage entre ce qu'on voit à la télé, sur certains médias, et la réalité de la rue. Ok. Et toi, si demain tu avais un parti, exemple, quel serait aujourd'hui le moyen de régler justement ce problème qui est présent en France depuis plusieurs années? Quelle serait aujourd'hui pour toi la solution face à ce problème-là de division? Il faut un président qui ait un discours de rassemblement. On part du principe que on a peut-être potentiellement une candidature plus tard. Non, pas du tout. Non, mais je pense que voilà, moi, celui qui me plairait, c'est quelqu'un qui est capable de rassembler, qui arrive à parler à toutes les communautés, et enfin à la communauté française. Après, les religions, tout ça, ça passe en second. Mais c'est-à-dire de montrer qu'on est tous. Mais Grégory, c'est quelque chose à pas prendre à la légère finalement, parce que c'est quelque chose pour moi qui doit être comptabilisé aujourd'hui et compté finalement en politique. C'est vrai qu'on a beaucoup tendance à parler de laïcité, mais on ne considère pas, on dirait quelque chose qui est présent, que ce soit la religion musulmane ou la religion juive ou les communautés diverses, on ne les prend pas en considération et peut-être que tu penses pas que c'est peut-être l'erreur qu'on a dans notre politique aujourd'hui en France? Non, on les prend. Non, c'est pas de pas les prendre en considération. C'est que, enfin, le problème, il est pas là. C'est que on a instrumentalisé certaines partis politiques, ont importé un conflit pour dans un but électoraliste. Et tu sais très bien à qui je pense quand je dis ça. Et c'est la vérité. D'accord. Et après, t'as une récupération de l'extrême droite. Après, c'est un jeu infernal, tu vois. Et toi, quelle serait ta solution? Tu dis sous les trois partis ou les trois partis, on va dire, parce qu'il y en a trois actuellement qui prônent vraiment, mais non, il faudrait des nouvelles élections présidentielles et rabattre les cartes. Là, ça servira à rien. T'as un business model pour la France? T'as un business au niveau de. Alors, je veux savoir. Demain, t'es président, je te mets en situation. T'es à la présidence. T'as un parti. C'est quoi ton business model pour relever l'économie? En même temps, pour calmer les tensions séparatistes entre les musulmans et, on va dire, entre l'islamophobie et l'antisémitisme. Et on va dire également, le sujet de l'immigration. T'as 3 dossiers. Qu'est-ce que tu fais? Premièrement, l'économie, parce que quand ça va bien, l'économie, en fait, les gens, pour qu'ils se tiennent bien, parce que bon, il y a aussi le problème d'insécurité, il faut qu'ils aient des choses à perdre. Et s'ils ont des choses à perdre, c'est qu'ils ont acquis des choses, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de biens, d'objets, de maisons, de tout ce que tu veux. Donc moi, je pense que la base de tout, c'est de relancer l'économie par tous les moyens. Il faut faire en sorte que la France devienne un pays attractif et non répulsif, comme c'est le cas actuellement. Il y a trop de choses qui vont pas, tu vois. Et une fois que l'économie sera relancée, après on peut s'amuser à faire d'autres choses. Maintenant, tu sais, tu parlais d'un truc, j'ai pas trop envie d'aller là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a l'islamophobie, mais quand même ce qu'il faut dire,
c'est que les actes en nombre, en comparaison de nombre, les actes ont explosé, les actes antisémites ont explosé depuis le 7 octobre 2023, tu vois. Je te dirais pas non. C'est malheureux, c'est une réalité. Je te dirais pas non. On fait pas la compétition qui est la plus je te dirais persécutée ou quoi, mais c'est important de le souligner et c'est malheureux. Mais comme je t'ai dit, on en parle beaucoup à la télé, mais dans la rue, Dieu merci, on voit pas ça, quoi. On voit pas ça dans toutes les rues, tout ça. Et tant mieux. D'accord. Ok. Dominique de Villepin se présente aux élections, il me semble, ou je crois qu'il prépare un... Ouais, certainement, ouais. Bah lui, pareil, il a complètement tourné sa veste, un mec de droite, bourgeois, machin. Tu penses pas que c'est potentiellement le futur candidat avec un... Non, candidat oui, mais futur président, non, je pense pas. Non. Ouais. Pour toi, il a pas la carrure, il a pas l'étoffe. Il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout d'accord. Il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout d'accord avec lui. Hein. Ok. Il est venu en Tunisie il y a pas longtemps. Il est né au Maroc, lui. Ah ouais. C'est un pied noir. C'est ça, c'est un pied noir. Il est né. C'est un type qui vient au Maroc. D'ailleurs, je vais te raconter l'histoire sur lui, l'anecdote. Quand il était Premier ministre, il devait visiter une centrale nucléaire. Et en France, une centrale nucléaire française, il y a une loi en France, pour pouvoir pénétrer l'enceinte d'une centrale nucléaire, il faut être né en France. Tu peux pas, si t'es pas né en France, tu peux pas rentrer. Et il était en fait Premier ministre, mais pas né en France. Et ça a créé un vrai bazar. Il a fini par y rentrer, mais ça avait créé un détention. C'est drôle. Ça veut dire que il a la place, on va dire du pouvoir. Il était en Tunisie là il y a pas si longtemps, il est venu et bon il est venu à l'Assemblée, je crois qu'il était à l'ambassade, il a été reçu à l'ambassade. Donc après bon, de ce qu'on dit c'est un chic type, de ce qu'on dit sa pensée coïncide avec pas mal de personnes aussi. On attend de voir ce qui va se passer. Grégory, si t'avais... C'est vrai? Non, toi, pas du tout. Pour l'instant, t'as aucun candidat, finalement, qui te plaît. Mais lui, il fait partie ni Mélenchon. lui, il fait partie de ceux, je le mets dans le même casque que Mélenchon, aujourd'hui, hein. Sarkozy, à ton avis, se représente? Non. Je pense. Non. Moi, personnellement, je sais pas, je le sens. Non, Sarko, c'est vrai? Non. T'as une source sûre ou... Moi, je pense pas, hein. Je te dis la vérité. Même malgré qu'il m'ait bloqué sur les réseaux, C'est vrai? Moi, je pense qu'il se pose. Je sais pas. Je te dis, il est en train de bosser. Il bosse. Non, tu te trompes. Il a d'autres chats à fouetter. Il gagne beaucoup mieux sa vie, en plus, en faisant les conférences et en écrivant des bouquins que d'aller faire s'emmerder. D'ailleurs, je te pose la question. Pourquoi tu fais pas consulter? Donc, pourquoi tu deviens pas consultant? C'est en fait ton business aujourd'hui. Je l'ai fait. Moi, j'ai un site web. Les gens, ils peuvent me consulter. Donc, t'es consultant. Oui, alors, pour rectifier, parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux aujourd'hui, ils vendent des appels à 500. Non, c'est un consultant. Moi, je vais vous dire, je suis consultant. Je prends 2000 balles pour une entreprise. Donc, c'est aujourd'hui un consultant. Faut le payer. Il intervient dans les entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Ils pensent, ah oui, un call à 500 balles. Mais on va leur expliquer la définition. La définition d'un consultant, c'est des entreprises qui consultent des personnes qui ont un certain background, un certain bagage sur certaines thématiques d'une entreprise, et puis voilà. Et puis ils actionnent. Donc et même ça peut être aussi pour du particulier. Donc et ça existe dans toutes les grosses entreprises. Et du conseil aussi. Bien sûr. Bernard Arnault est rempli de consultants, hein, qu'on le sache. Hein, donc ok. Est-ce qu'il y a un petit mot, Grégory, pour la suite à nous dire avant qu'on termine cette petite interview? Bah écoutez, je souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, parce qu'on a jusqu'à la fin du mois de janvier pour présenter ses vœux, hein. C'est la tradition républicaine en France. Je souhaite à tout le monde la prospérité, la santé, parce que c'est ce qu'on a de plus cher malgré tout, la productivité et la paix pour tous surtout. Qu'on puisse vivre tous paisiblement. C'est le but. C'est le but. Alors l'idée, c'est quand même de faire passer un message. Si Marco Mouli nous a vu, vous avez déjà de base, j'espère que tout le monde a apprécié énormément le live et ce petit interview avec Grégory. Si Marco nous a vu ou qui est aperçu, tu seras la bienvenue sur un prochain live en interview pour parler business. Grégory, ça t'a plu? Ça t'a changé un petit peu le délire ou pas? Ouais, c'est bien, ça fait du bien. Ouais.
Ça fait du bien. Parce que là, à un moment, c'est ça. L'objectif, c'est de la bienveillance. Ça devient relou. À un moment, on a trop de parasites qui sont sur la toile et ça en devient grave. À un moment, moi, je suis pas venu pour ça. T'es pas venu pour ça non plus. Et puis les gens, abonnez-vous. Il y aura plusieurs interviews que je vais organiser, je pense, avec plusieurs personnalités. On essaiera de les avoir et on les aura en live directement sur ma page. Grégory, je te remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne nuit maintenant même, on va dire. Bonne soirée à tous et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Bye. Bye. Alors. Il est là. Ok. Allez, c'est parti. Ah ben voilà. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Alors, on va y aller doucement. Eric, tu es la personne. Est-ce que tu peux dire qui tu es pour les 1300 personnes qui nous écoutent? Ben, je suis moi. Oui, d'accord. Pardon? Ben, je m'appelle Eric Souyed. D'accord. Voilà. Et c'est qui Eric Souyed pour qu'ils comprennent? Je suis le frère d'une victime qui a été assassinée le 14 septembre 2010 à Paris. Très bien, parfait. On t'était déjà venu dans notre live, on t'a déjà entendu, tout le monde te connaît, tout le monde connaît bien ta voix, surtout les gens qui te connaissent bien. Eric, moi j'ai une question. Voilà, j'ai un problème avec. Alors tu pourras parler de qui tu veux. D'ailleurs. Je parle de. Pose-moi 2-3 questions, s'il te plaît, parce que. D'accord. D'accord. Moi, j'ai un problème avec Monsieur Grégory. Comment il s'appelle Grégory Zawi, d'accord, qui prend des ailes, qui commence à me charger parce que j'ai chargé son ami Marco, évidemment, parce qu'il est son ami. Et il y a un moment, je lui dis, écoute, toi, tu devrais te la fermer, te la mettre en veilleuse, parce que s'il y a bien un indique dans tout ça, eh bien, c'est bien toi, Eric Zawi. Voilà. Non, c'est Greg Zawi. C'est Greg Zawi, voilà, exactement. Et donc, j'aimerais savoir, comme tu m'as dit une fois, une personne avant de partir, malheureusement, avant de quitter ce monde, t'avais dit quelque chose. Je voudrais que tu m'en dises un petit peu plus et que les choses, au moins, on puisse les mettre au clair, si tu as envie, évidemment. Si tu en as envie. D'ailleurs, je lui propose de venir en live, tiens, pour lui faire fermer sa gueule, pour le coup. Mais il n'osera pas. Non, mais moi, le sujet, c'est pas Greg Zawi, c'est Marco Mouli, d'abord, premièrement. Ouais. Parce que Greg Zawi, il n'a rien à voir dans l'affaire avec Marco. Voilà, il n'a rien à voir. D'accord. Simplement, quand j'entends Greg Zawi qui prétend qu'il est le protagoniste, le génie de l'affaire, ça me fait rire, quoi, c'est tout. Pourquoi ça te fait rire? Parce que je t'ai envoyé la déposition de Christiane, celle qui est à la baguette. Oui. Et voilà, c'est tout. Et alors ça, je l'ai pas montré. Ça, je l'ai pas montré encore. Bah, je t'invite. Alors regarde, parce que je vais pas rester longtemps. Je t'invite à lire tout ce que je t'ai envoyé, tout ce que. Et est-ce que tu m'autorises à poster ça? Oui, bien sûr, si je t'ai envoyé, c'est pour le poster. D'accord. Donc, tu m'autorises à le poster, donc nous allons le poster, il n'y a aucun problème. Une autre chose, parce que j'aime pas passer pour un menteur, moi, Eric. Un jour, tu m'as dit qu'une personne, donc en parlant de ton frère, que Dieu repose son âme, avant de partir, il t'a prévenu de quelque chose. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit? Parce que moi, j'aime bien les choses claires. Est-ce que tu peux le dire maintenant? Vas-y, dis-moi. Samy avait pas un gros doute, il était certain que c'était un indice notoire. Et quand il est décédé, là j'ai lu la déposition de Christiane et Samy dit clairement que s'il a pas fait l'affaire du CO2 avec lui, c'est parce que il travaillait avec la police, quoi. On parle de qui? Greg Zawi, mais encore une fois, c'est pas lui le sujet, s'il te plaît. Non, mais Eric, toi regarde, Eric, moi je veux bien. Non, mais moi j'ai pas d'animosité, Greg, je le connais. Moi non plus, j'ai pas d'animosité. Mais comme il l'ouvre beaucoup en ce moment, je voulais que tu sois là, et bien placé pour savoir les aboutissants. Oui. Écoute-moi, je suis pas là pour faire le spectacle. Bien sûr. Juste si Greg il veut monter, on parle 2 secondes, mais pas besoin de parler. Alors attends, c'est très bien. Alors, est-ce que maintenant Greg, est-ce que si les gars, est-ce que vous pouvez demander à Greg de monter immédiatement sur le live? Il est pas en live?
Ah bah oui, évidemment, évidemment. Bon, il n'est pas en live, Eric. Écoute-moi, Oui. invite-moi quand il est en live, si tu veux. D'accord. Et je t'invite à ce que j'ai envoyé, tu le lis, et c'est tout. Je veux pas parler de qui que ce soit de plus. D'accord. C'est Marco Mouli que je t'ai envoyé, que j'étais sur son spectacle qu'il fait odieux sur les réseaux sociaux, et ça me fait pas rire du tout, parce que c'est un des deux commanditaires d'Assassinat de mon frère, et c'est pas voilà. Et il continue à faire son show, et ça me désole, tout simplement. D'accord. D'accord. En tous les cas, Eric, moi, on est bien d'accord. Moi, ce que tu m'apportes là, c'est quelque chose que je n'ai pas inventé quand tu me dis, Eric, Greg Zawi, on l'avait bien signalé, un addict notoire. Mais il n'a pas voulu le faire avec lui. Parce non. Samy, il me l'a dit. Oui. Ça, c'est une certitude. Mais après, j'ai lu dans la déposition de Christiane Elgrani, oui, celle qui est à la tête de cette idée, entre guillemets, tout à fait, avec mon frère Samy. Oui. Et il y a aussi Greg Zawi, hein. Mais Samy ne voulait pas travailler avec lui parce que il avait entendu, ou il était certain que c'était un indice notoire. Voilà, tout simplement. Voilà, on est d'accord. Bon, ben voilà. Eh ben les choses sont claires. Je vais te laisser, Gilbert. Merci tout, beaucoup. Maintenant... Alors, tu m'autorises à un moment ou à un autre de poster ça une fois pour toutes, qu'il la ferme une fois pour toutes. Mais moi, si tu as Marco Mouli qui, parce que je dis femme contre lui depuis 15 ans, je l'invite à m'attaquer, comme ça, on va tout dévoiler avant le procès de l'année prochaine aux assises. D'accord, mais voilà. Qu'il arrête de faire son show parce que c'est une pourriture, un indique et un monstre. Voilà. Ok, eh ben on a encore entendu ton message. Merci beaucoup, Eric. Désolé de t'avoir dérangé. Salut. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Les amis, je veux pas faire du drama. Regardez, moi je vais vous dire, c'est très clair. Moi, quand j'annonce quelque chose, je sais où je vais. Je sais ce que je dis. Je sais que il va y avoir une rediffusion et je sais que Zlekawit, là, il va vite se calmer. Parce que sinon, je vais devoir montrer tout ça en direct pour qu'on comprenne à qui on a affaire. Parce que, encore une fois, il peut pas l'ouvrir, il peut pas ouvrir sa gueule, il peut pas faire le mec, tu sais, avec ses verbes extrêmement malsains et tout ce qui va avec, et casser du sucre sur Gilbert. Alors que moi, j'ai rien à me reprocher, tu vois, moi, je te défie de me mettre quelque chose en vue, tu vois. Eh bien, voilà, vous l'avez entendu encore ce soir, et comme ça, les choses sont claires. Greg Zawi, tu es un indique. Ni plus, ni moi, ni moins. Tu travailles avec les Condés pour mettre les gens en prison. Ni plus, ni moins. Etc., etc. Donc, arrête-toi. Je te le dis, je te préviens, je te dis encore, arrête-toi, parce que sinon, on va devoir te faire une confrontation avec notre cher ami, comment dirais-je, notre cher ami Eric, et tu pourras plus faire de live. Voilà. Elle serait bien qu'arrête de se faire cohéberge cette dame-là, parce que ça non, mais je parle d'une dame spéciale. Voilà. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. Une seconde. Ouais. Attendez une seconde. Ok, merci. Alors, je vais plus revenir là-dessus, les amis, mais vous comprenez bien que lorsque Marco et Zawi se disent ensemble en tout et pour tout jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une bonne raison. Cette raison, vous la connaissez désormais, puisqu'on vient de vous l'annoncer en direct, moi j'ai rien à cacher. Maintenant, je les invite à monter quand ils veulent et on fait monter Eric. Et puis là, pour le coup, je monte les papiers de Christiane. Et là, au moins, les choses vont être réglées. Voilà, monsieur Zawi, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à faire passer le message. Mais si tu continues, je vais devoir envoyer la patate. Voilà, c'est tout. Ok, on y va, on oublie ça. C'était une parenthèse. Voilà, moi, je suis cash, pistache, encore une fois. Je vous l'ai dit, voilà, je plaisante pas avec ça, et moi c'est clair, net et précis. J'espère que Loumani va pas commenter ça, parce que évidemment il va toujours chercher à comprendre des tenants et des aboutissants. Voilà, Loumani, si tu me regardes, je sais pas si tu me regardes ce soir, mais en tout cas t'as entendu tes propres oreilles. J'ai aussi les documents qu'il m'a envoyés, que je peux poster ou que je peux t'envoyer. Comme ça, je trouve que lorsque tu interviews une personne, renseigne-toi avant, par dignité, par pudeur, par honnêteté, et après tu
après tu feras tu feras ce que tu dois faire et merci, au revoir. En tous les cas, on a réglé le problème ce soir, l'incident est clos. Merci. On peut y aller. Pour ceux qui veulent, Christiane, c'est la personne qui a inventé le C2E, pas le C2E, la taxe carbone. Et en fait, il y a un contrat, il y a ce qu'on appelle une procédure judiciaire, qu'il est bien dit que voilà, vous êtes le cerveau de l'affaire, etc. Je vous l'avais dit, c'est 2 Marseillaises, dont cette personne qui est connue et qui a pris 9 ans de prison, que tout le monde oublie de dire d'ailleurs. Voilà. Allons-y. Bonsoir, Marcel.